Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour ton invitation, Jean-Philippe. Je suis très heureux d'être là. Je suis donc Julien Leclerc, j'ai 31 ans, je suis chef d'entreprise. Je dirige une agence de presse et de communication qui s'appelle Compresse, dont le siège est situé dans un petit village qui s'appelle Astafort, que certains connaîtront peut-être, parce qu'il abrite un célèbre chanteur, connu pour La cabane au fond du jardin, Francis Cabrel. Ce que j'ai voulu faire, c'est raconter la vraie vie de patron. Voilà un petit peu. Donc en fait, depuis le mois de juin dernier, je fais tout ce que je peux pour que quand on tape patron et salaud sur Google, on tombe sur moi. Donc je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise ici, mais s'il y en a, vous me devez au moins ça, c'est qu'on ne tombe pas sur vous. L'idée de départ, en fait, j'ai commencé à écrire ce bouquin en 2009. On était en pleine crise, je ne dirigeais pas encore l'agence. Donc, encore une fois, s'il y a des chefs d'entreprise, 2008-2009, c'est des années qui doivent parler un peu. Alors, bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand tout va bien dans le monde économique, mais en tout cas, moi, à Stafford, je ne suis pas super impacté, quoi. Alors, quand tout va mal, quand il y a les Lehman Brothers, par exemple, qui s'écroulent, rue Tarnac, à Stafford, c'est vraiment pas grand, mais là, tout de suite, on le voit. Concrètement, nous, on a perdu 25% de notre chiffre d'affaires en 2 mois, donc à peu près 1 million d'euros. On est à peu près la même taille qu'on avait à l'époque, donc 48 salariés, comme aujourd'hui, 4 millions de chiffre d'affaires, un grand bureau à Boulogne-Billancourt avec une douzaine de personnes, le siège déjà dans le sud-ouest, puisque l'agence a été créée là-bas. Et quand vous perdez 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2 mois parce que des clients coupent les budgets communication, c'est un peu embêtant. Donc il s'est passé tout un tas de choses qu'on a dû faire pour sauver l'agence, entre autres, et c'est ce que j'ai dû gérer moi, même si je ne dirigeais pas l'agence. La première prise de responsabilité managériale que j'ai eue, c'était de rentrer dans une pièce, à peu près aussi grande que celle-ci, beaucoup plus sombre, et l'ambiance un petit peu tendue, et de demander à 30 personnes de baisser leur salaire de 15%. Quand vous avez fait ça, après vous pouvez faire plein de trucs super sympas, mais ce n'était pas la période la plus agréable de ma carrière. Et en même temps, c'est une période très forte, évidemment, émotionnellement et humainement, parce que ce qui s'est passé, c'est que les 2 tiers ont dit oui en 24 heures, et que le dernier tiers a réfléchi un petit peu plus. Mais en 3 semaines, j'avais un oui collectif. On leur avait mis toutes les billes entre leurs mains, et c'est important aussi, je n'avais pas juré que ça marcherait, parce que je n'étais pas sûr que ça suffise. Et à aucun moment, je me suis engagé sur une date de retour, en leur disant, voilà, dans 1 an, les salaires reviennent à 0, dans 2 ans, voilà. Et notre réalité aujourd'hui, c'est qu'on a sauvé l'agence, on a recréé une grosse quinzaine d'emplois, et j'ai encore une partie des gens qui gagnent 7% de moins qu'il y a donc 5 ans, ce qui est aussi mon cas. Et c'est ce que j'ai voulu raconter. J'ai voulu raconter une belle histoire parce qu'elle prouvait, selon moi, que quand on réunit les intérêts des salariés, des patrons, et qu'on bosse main dans la main ensemble, on fait de très jolies choses. Ils ont dit oui pour des belles raisons, parce qu'ils croyaient en nous, parce qu'ils savaient qu'on ne se moquait pas d'eux, parce qu'ils savaient que je n'étais pas en train de leur mentir, parce qu'ils savaient aussi qu'avant de rentrer dans la pièce, évidemment, mon salaire il avait été baissé. Voilà, je fais un parallèle, mais j'aime bien rappeler que c'est ça, la vraie vie de patron. C'est que quand on rentre pour demander un énorme effort à son salarié, on l'a fait sur soi avant. Que quand on étale les paiements des salaires sur 3 semaines, ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'on finissait de payer les salaires le 25 du mois suivant, on paye le sien en dernier. Quand Carlos Ghosn a demandé à ses salariés, à ses cadres chez Renault il y a quelques années, de faire un gros effort sur leur salaire, le sien venait de prendre plus 38% sur les 3 dernières années. C'est pas ça la vraie vie de patron. Alors après, il a fait un effort parce qu'il y a eu une grosse pression autour de lui. Mais non, la vraie vie de patron, c'est de se payer en dernier quand l'agence va mal, quand une entreprise va mal. J'ai eu envie de raconter ça. Et puis j'ai mis un petit peu mon bouquin de côté parce que c'était gentillet, c'était sympa, c'est une histoire originale mais pas unique. Et puis ça suffisait pas pour faire un livre, quoi. Et depuis, je vous l'ai dit, j'ai pris la direction de ma boîte. Et là, il y a eu largement de quoi finir un bouquin. Et la deuxième partie, elle commence là. En fait, il y a 2 ans à peu près, j'ai une salariée qui fête son Pacs et qui m'invite. Elle est un petit peu picolée, moi aussi. Et elle me dit, Julien, je croyais que tu étais un patron comme les autres.
finalement, t'es un type bien. C'était super sympa. Et c'était dit comme ça. Mais c'était terrible comme phrase. Et je me suis dit, il y a un truc à faire, c'est pas possible. Si j'ai voulu m'attaquer à ce problème-là, qui n'est pas nouveau, de l'image du patron, c'est que derrière le patron, c'est l'entreprise aujourd'hui qui est mal vue en France. Et il se trouve que j'interviens dans 15 jours dans l'Aude, et ils sont en train de faire l'étude. Je leur ai demandé d'aller dans la rue, faire un micro-trottoir et de demander aux gens, si je vous dis le mot entreprise, qu'est-ce qui sort. Et je suis assez curieux de la réponse, mais j'ai très peur que ce soit des mots négatifs. Et ça, en pleine crise de l'emploi, alors qu'on a une pression énorme, nous, chefs d'entreprise, pour embaucher, pour relancer la machine, avec très peu de moyens, on ne peut pas se permettre que les entreprises soient si mal vues. De rappeler, moi ça a été mon angle, ce qu'est la vraie vie de patron aussi. Je me suis dit, le meilleur moyen de défendre l'image du patron, c'est d'être très sincère. Donc d'expliquer ce qu'est la vraie vie de patron, ce qu'on traverse au quotidien, avec les côtés négatifs, les choses drôles, les choses ubuesques. Et j'ai voulu le faire avec humour et légèreté parce que c'est un ton qui me va bien. Et je trouve que c'est un ton qui permet aussi d'avoir des gens qui lisent jamais et qui là sont allés lire ce livre-là. Beaucoup de chefs d'entreprise ne lisent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis avoir des gens qui ne connaissaient rien du tout à cette vie de patron et qui sont allés la découvrir à travers mes pages. Je vous parlais du premier mal de la vie de patron, qui est la solitude. Si vous demandez au patron vraiment de quoi il souffre, c'est le mot qui va sortir en premier pour la plupart d'entre eux. Le deuxième grand mal de la vie de patron, c'est le stress, assez logiquement. Et le troisième, qu'on découvre aussi, parce que c'est un tel investissement, c'est la difficulté de concilier vie privée, vie professionnelle. Un des sujets sur lesquels on se retrouve, sur lesquels je me bats beaucoup et où je suis reçu de façon très différente en fonction des endroits où je le dis, je me bats énormément sur autre chose, c'est que je pense que la réhabilitation de la fonction de patron passe bien sûr par beaucoup de pédagogie, auprès de nos salariés, auprès des gens qui ne connaissent pas, auprès des étudiants, mais aussi par un comportement exemplaire. Et je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse du bonheur de nos salariés le cœur de la vie en entreprise. Alors quand je dis ça, souvent on me dit « Bah ouais, mais Julien, t'es bien gentil, encore. T'es gentil, mais une entreprise, elle est là pour faire de l'argent, elle n'est pas là pour faire du social. » Il y a un garçon qui s'appelle Pierre Bellon, qui a fondé une petite boîte qui s'appelle Sodexo, 420 000 salariés, qui est fondateur de l'APM, qui est toujours vice-président d'honneur du MEDEF, qui a été très important au CJD, qui dit qu'il n'y a pas de réussite économique possible sans réussite sociale. Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça, et même si on est un peu froid et on a une lecture froide de la situation, je suis convaincu qu'un salarié heureux est un salarié qui travaille mieux, donc qui est plus productif de toute façon, qui est plus fidèle, parler de sédentarité. Je pense qu'il faut un peu de turnover dans des entreprises pour apporter un sang neuf de temps en temps, mais il faut quand même une base qui est fidèle. Toutes les études le montrent, et pourtant, c'est beaucoup de débats. Et une phrase aussi simple que « un salarié heureux est un salarié qui travaille mieux », je vous assure qu'elle fait débat. Et là, on a un vrai travail de pédagogie avec nos amis chefs d'entreprise qui fait son chemin. Je suis très optimiste là-dessus. Je pense que c'est tu le disais tout à l'heure Jean-Philippe, c'est des thématiques qui sont porteuses et qui sont aujourd'hui... tu parlais de lame de fond, je ne sais pas si le mot est pas trop fort, mais en tout cas, il y a un vrai mouvement qui se passe. C'est des choses qui font leur chemin. Tant mieux, qui sont portés par des petites boîtes, mais aussi par des très grandes qui ont les moyens. Pourquoi? Dans le cadre des plans RSE, par exemple, ou parce qu'elles veulent faire de la com. On peut parler de Google, mais en même temps, même si c'est pour faire de la com, on s'en fout. Si vraiment ils mettent les moyens en place pour rendre leurs salariés heureux. Je prends le cadre de Sodexo, qui est un de mes clients, en fait, donc que je connais un petit peu, qui est une boîte qui a une mauvaise image, parce que Sodexo, c'est les cantines d'entreprise et scolaires, donc ils ne sont pas réputés pour faire de la très bonne bouffe. Néanmoins, voilà, là-bas par exemple, comme dans d'autres grandes entreprises, on va voir son salarié. Écoute, si tu as envie de prendre une demi-journée dans ta semaine pour aller faire un engagement associatif, vas-y, on aménagera ton temps de travail. Et en plus, figure-toi, il y a une fondation, Sodexo, et on va aller soutenir ton association. C'est de la part de Monsieur Fléché. Voilà, et c'est des choses qui se passent dans plein de boîtes, hein, c'est pas Sodexo, hein, c'est des choses qui font leur chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des grandes entreprises comprennent aussi que ces salariés ont besoin de s'investir dans autre chose que leur travail. C'est hyper important ça. C'est accepter qu'un salarié, pour être meilleur dans son travail, il faut peut-être le pousser à faire aussi d'autres choses et avoir une vie équilibrée. Ça veut dire aussi changer sa méthode de management.
Ça veut dire ne pas exercer l'autorité comme l'exerçait celle du père. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le paternalisme aux orties. Une des choses que demandent les jeunes, qu'attendent les jeunes de leur patron, toutes les études le montrent, c'est la sécurité au travail, qui est une des attributions du père aussi. Donc le paternalisme, il y a des choses à en prendre. En revanche, dans la façon dont on exerce autorité, je te racontais tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, un chef d'entreprise, 75 salariés, me disait « Un salarié, il fait ce qu'on lui dit de faire, là on lui dit de faire. » J'ai dit « T'as tout gagné, toi. » Voilà. L'autorité, elle s'exerce. Elle s'exerce par l'échange, par l'adhésion à un projet. Et alors ce qui m'intéresse, parce que là c'est des grandes phrases, il y a beaucoup d'études qui sont sorties très récemment sur le sujet, sur le bonheur au travail. Alors quels sont selon vous les critères du bonheur au travail? Ouais, toi, tu connais trop ça par cœur. Non, c'est pas vrai. L'autonomie. Je sais que l'argent arrive. Enfin, moi, je suis allée à une conférence de Jordi Quadbach. Je ne sais pas si vous en entendez parler. Il est belge, il travaille à Harvard, il est enseignant-chercheur. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur ce... Et effectivement, ouais, c'est ça. Il y avait sens, l'autonomie, responsabilité, enfin des choses... Alors, le premier critère... assez facilement donné, en fait. Le premier critère du bonheur au travail, alors il y a deux études, mais qui se rejoignent complètement. Il y en a une qui était sur les moins de 30 ans, et puis une sur l'ensemble de la population. Mais on retrouve à peu près les mêmes choses, dans le désordre, mais les mêmes choses. En 1, sur l'ensemble des Français, c'est la reconnaissance. En 2, on a l'ambiance. Et après, on a l'intérêt du métier. Donc on est sur des choses qui sont plutôt humaines. Voilà, c'est pareil. 75% des Français déclarent faire un métier intéressant. On ne le dit jamais. Être heureux au travail. 75% des Français sont heureux au travail. On ne le dit pas. Quand on parle de l'entreprise, on ne le dit pas ça. 66% des Français, donc 2 sur 3, déclarent être passionnés par leur métier. Ce n'est pas un mot faible, hein, c'est passionné le mot. Les premiers critères du bonheur au travail, et chez les jeunes c'est la même chose. Alors chez les jeunes c'est ambiance en premier, la reconnaissance est en 3. En 2 on a un truc qui est très fort, et pour ceux qui embauchent des gens plus jeunes on le sent, on le sait, c'est le respect de la vie privée. Qualité des horaires, confort de vie. C'est des choses très fortes. Ce qu'il faut qu'on retienne, c'est évidemment, vous le disiez, c'est où se situe le salaire dans l'histoire. Sur l'ensemble des Français, le salaire arrive en 5e position. Sur les jeunes, en 7e position. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ça de côté. Moi j'ai des demandes d'augmente régulièrement. Mais ça veut dire que quand on a un salarié qui n'est pas heureux au travail, il y a plein d'autres leviers à actionner avant ou autour du salaire. Et quand j'ai des patrons qui me disent bah, « j'ai un problème, je vais multiplier les points de contrôle », bah non, ça va te coûter plus cher et tu vas mettre une ambiance pourrie. 2, tu connais ça? 2, bah, je vais l'augmenter de 100 € par mois, ça va régler le problème. Ouais, super. Si tu l'augmentes de 100 € dans 2 mois, tu as le problème. Si tu l'augmentes de 300, tu l'as dans 3 mois. Si tu l'augmentes de 1000 € par mois, tu es tranquille pendant 1 an, mais dans 1 an, tu as le problème. Non, pose-toi les vraies questions. Et ça a du sens, ça a vachement de sens, parce qu'on n'a plus d'argent et de visibilité dans nos entreprises. On est dans le brouillard. Donc moi, je milite beaucoup sur une phrase qui me vaut de me faire assassiner sur tous les médias dans lesquels je passe et sur Internet par beaucoup de syndicalistes. Je crois au gagner moins mais vivre mieux. Et je débauche beaucoup de Parisiens qui gagnent 5 000 € par mois, 4 000 € par mois, qui viennent gagner peut-être 40-50% de moins, mais vivre chez moi, être mieux considéré, être épanoui, évidemment avec un coût de la vie qui est sans rapport. Et je crois beaucoup à ça, et je pense que ça a du sens à un moment où finalement, en plus, de toute façon, on ne peut plus se contenter d'augmenter nos salariés, on n'a pas l'argent et la visibilité pour ça. Vous voulez dire quelque chose? À Reims, j'avais visité les caves de champagne de la Veuve Clicquot, et c'était impressionnant, ces grandes caves. Et alors, un truc qui m'avait vraiment touchée par rapport à la reconnaissance, qui était magnifique, c'est que chaque pièce porte le nom d'un collaborateur qui a travaillé toute sa vie pour la Veuve Clicquot. Donc voilà, une PME qui déjà à l'époque, parce qu'à l'époque on ne parlait même pas, il n'y avait pas les RH. En fait, il y avait, chaque salarié avait un nom. En fait, une salle correspond au nom d'un collaborateur. Ah, c'est une très jolie idée. Et ça, en termes de reconnaissance, je trouve qu'effectivement... C'est une très jolie idée. Maintenant... Gary Hamel dit, en fait, j'ai fait une étude pour dire que toutes les entreprises pérennes, qui existent depuis 100 ans, etc., en fond de commerce, c'est qu'en fait, il y a une reconnaissance des employés. Les employés existent, et tous ceux qui ont
des virages difficiles et tout, c'est que les employés ne sont pas reconnus. C'est plus long C'est comme intéressant. méthode de management que de dire tu te tais, tu fais ce que je te dis de faire. Hein. Et beaucoup de gens ne sont pas armés pour ça en réalité. Mais c'est quand même beaucoup plus pérenne et beaucoup plus heureux. Et ça veut dire se poser les bonnes questions quand j'ai un salarié qui ne va pas bien, qui a la boule au ventre, que je sens pas, qui fait mal son travail. Hein. Bah, il y a peut-être un problème de motivation, comment je peux le régler? Très souvent, on ne pourra peut-être pas faire grand-chose, ça sera un problème de vie privée sur lequel on ne peut pas agir. Il faut savoir que 80% des demandes qu'on a dans nos bureaux de patrons, c'est très très lié à la vie privée. Hein. De plus en plus, je dirais pas de dire assistante sociale, mais en tout cas, on est de plus en plus quasiment psychologue par moment, quoi. Donc on est là-dessus et en même temps, ça fait partie maintenant quasiment de notre rôle de chef d'entreprise et celui qui nie et qui dit non, on n'est pas là pour ça, je crois qu'il se trompe.